Est-ce que vous connaissez la fable de l'architecte de Babylone? Comme son nom l'indique, il y a très longtemps, c'est une histoire qui s'est déroulée à Babylone. Donc à Babylone, il y avait le roi Hammurabi qui était un roi connu à Babylone et qui voulait faire rayonner Babylone. Et du coup, il voulait construire une tour qui soit très haute, splendide et qui fasse connaître Babylone et qui soit un peu comme la tour Eiffel d'aujourd'hui. Du coup, il a convoqué les architectes les plus connus à ce moment-là et il leur a parlé du projet. Et donc, il y avait plusieurs architectes qui étaient présents et parmi eux, celui qui a su convaincre le jury, c'était un architecte qui était ambitieux, qui savait se vendre, qui savait s'exprimer. Donc cet architecte fut choisi, il a commencé les travaux, sauf que à peine arrivé à la moitié des travaux de cette tour, il y avait quelques murs qui étaient tombés et ils ont fait, ça a fait blesser. Enfin, il y a eu des employés, donc des artisans, qui étaient blessés. Donc, cet architecte, il a accusé la pluie, les employés, et il a accusé aussi que c'était la faute de la terre qui n'était pas assez solide. Sauf que le roi Hammurabi est un roi très intelligent. Dans le contrat, ou plutôt dans sa loi, il avait stipulé que chaque personne, chaque architecte devait en donner de sa peau pour les, les causes ou les dommages qu'il causait. Sauf qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que cet architecte, c'est un beau baratineur et qu'il n'a pas forcément continué l'architecture. Il y a eu, après cet architecte, un deuxième architecte qui, lui, du coup, il en a donné de sa peau, puisque il faisait la construction, il dormait le soir, enfin, il y avait des employés qui faisaient la construction, et lui dormait le soir jusqu'à ce que la tour soit livrée. Il a testé plusieurs semaines jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'elle soit solide. Ça a été finalement une tour qui était solide et le roi Hammurabi, il a remercié cet architecte. Il lui a dit que tu as donné de ta peau et, le roi était content. Pourquoi cette histoire? Je ne suis pas une très bonne narratrice, mais pour vous illustrer le principe de skin in the game de Nassim Nicolas Taleb. Dans une autre vidéo, on a parlé des ouvrages de Nassim Nicolas Taleb, on a parlé du livre Antifragilité, et là on va parler du livre Skin in the Game. C'est quoi le principe de Skin in the Game? C'est de mettre sa peau dans le projet ou dans la construction qu'on est en train de faire ou dans ce qu'on est en train de faire. L'idée, c'est de justement responsabiliser ses actions. Skin in the Game est le dernier ouvrage de Nassim Nicolas Taleb. Pourquoi Skin in the Game? C'est un peu comme l'histoire de Hammurabi à Babylone. L'idée, c'est d'avoir quelque chose à perdre. C'est ça la vraie crédibilité. Si on n'a pas quelque chose à perdre, on ne peut pas être impliqué à 100%. C'est un peu comme l'architecte. S'il n'a pas sa peau à perdre, c'est-à-dire s'il ne peut pas mourir ou avoir des conséquences financières, il ne peut pas être impliqué vraiment et se donner à 100% dans le design, l'architecture de cette tour pour qu'elle soit solide à 100%. Il va pas s'investir pleinement. Donc c'est un peu le principe de skin in the game. S'il n'y a pas un risque personnel, il n'y a pas de légitimité. C'est-à-dire les personnes ne sont pas légitimes à diriger ou à faire quelque chose si elles mettent pas leur peau en jeu. Celui qui conseille ou décide, selon Nassim Nicolas Taleb, sans subir les conséquences, n'est pas digne de confiance. Taleb s'en prend aux experts de bureau, aux consultants, aux politiciens financiers, protégés du risque. C'est drôle parce que c'est un concept aussi qui a été illustré, je vais vous mettre la vidéo, par Steve Jobs. How many Steve of you Jobs, from à un moment donné, manufacturing il companies? était Oh, en train de excellent. faire une Where conférence, are the il rest a of you posé from? une question. Est-ce qu'il y a parmi vous So des how many from personnes consulting? qui travaillent Oh, dans that's le bad. conseil, dans des cabinets de conseil? We should Et do something. No, seriously, I don't think there's anything inherently evil in consulting. I think that without owning something over an extended period of time, like a few years, where one has a chance to take responsibility for one's recommendations, where one has to see one's recommendations through all action stages and accumulate scar tissue for the mistakes and pick oneself up off the ground and dust oneself off, one learns a fraction of what one can. You're coming in and making recommendations and not owning the results, not owning the implementation, I think is a fraction of the value
and a fraction of the opportunity to learn and get better. And so what you do get a broad cut at companies, but it's very thin. It's like a picture of I'm a vegetarian, so I won't use steak, but it's like a picture of a banana. You might get a very accurate picture, but it's only two-dimensional. And without the experience of actually doing it, you never get three-dimensional. So you might have a lot of pictures on your walls. You can show it off to your friends. You can say, look, I've worked. Les présidents ou les gens qui font partie d'un système, qui dirigent un système, qui conseillent, qui conçoivent un système, quand il y a des problématiques, que ce soit des guerres, que ce soit des troubles économiques, du coup, ces gens-là, déjà, leurs enfants, ça va être les premiers à aller bénéficier d'un autre système, et eux-mêmes vont aller bénéficier d'un autre système, puisque du coup, ils vont jamais pouvoir subir les conséquences. Puisque, par exemple, si on prend la plupart des politiciens, encore une fois, ils vont avoir des comptes suisses. Donc, s'il y a un problème économique dans le pays, généralement, eux, d'un point de vue leur fortune personnelle, elle est safe puisqu'elle est basée en Suisse. Alors ça, c'est un autre sujet de Skin in the Game. Il l'aborde de manière assez drôle parce que vraiment, c'est un enfant du système. Mais bien sûr, Nassim Nicolas Tayeb c'est fait lui-même, enfin, même si c'est pas fait lui-même, puisque les enseignements qu'il a eus, c'est grâce aussi à sa famille, Juridi, parce qu'il a commencé à s'intéresser à la philosophie très très jeune grâce à sa famille, mais c'est le premier, un enfant du système qui critique le système. Et la problématique de Skin in the Game, c'est on peut pas faire confiance à ceux qui ne mettent pas leur peau en jeu. Il faut s'assurer d'avoir toi-même un risque personnel dans ce que tu proposes ou tu vends. Imaginons, moi, je vais conseiller des entreprises en tant que vendeuse. C'est un petit peu ça aussi. C'est pour ça que dans la vente, je vous donne un exemple, dans la vente B2B, un commercial qui vend, c'est normalement dans une bonne entreprise, c'est celui qui va gérer derrière le client. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un commercial qui va juste vendre la solution à un client et après, il y a des entreprises qui le font, et après, le client ne va plus voir ce commercial. Bon, ça peut arriver en B2C, enfin en B2C ça fonctionne, mais en B2B ça ne peut pas fonctionner. Peut-être avant c'était comme ça, mais aujourd'hui on peut pas avoir quelqu'un qui vous vend une solution, qui vous dit ah oui non mais avec cette solution on aura tel résultat, mais après qui va disparaître derrière. Ça n'a aucun intérêt. Ça peut arriver dans des grands cabinets de conseil, effectivement. Les commerciaux vont vendre la solution et après on va pas forcément les revoir. Du coup, ils mettent pas leur... Parce que normalement, quand tu vends, tu t'engages, tu dis à un client que cette solution, elle peut avoir tel bénéfice, tel bénéfice. Du coup, si demain, une fois qu'on a déployé la solution, il n'y a pas de résultat ou que le commercial a menti, du coup, il y aurait une vraie gêne et une problématique pour le client. Donc, c'est important du coup de faire une grille d'évaluation de la crédibilité. Selon Nassim Nicolas Tayeb, il y a une vraie urgence et nécessité d'inclure le principe de skin in the game dans le management. La problématique, on le voit aussi dans la gestion des finances de manière générale. Si vous demandez à quelqu'un de gérer vos finances, et d'ailleurs c'est le cas un peu aux États-Unis, en fait, comme il n'est pas impliqué de manière directe, si vous ne lui mettez pas un risque pour lui ou une perte, du coup, il va dépenser cet argent d'une manière incroyable. Il va pas forcément optimiser, il va pas forcément faire attention, il va pas forcément se comporter en bon père de famille comme ce qu'on attend d'un bon gestionnaire. Et d'ailleurs, on le voit. Et d'ailleurs, dans les entreprises, la difficulté dans les entreprises corporate ou dans les grandes entreprises, c'est que du coup, le turnover, généralement, il est de 2 ou 3 ans à peu près. Par exemple, pour les directeurs commerciaux, il y a d'ailleurs, selon Nassim Nicolas Tayeb, il y a une vraie nécessité et importance d'inclure des risques dans les décisions qu'on prend dans le management, surtout dans les entreprises corporate ou dans les organisations publiques. Par exemple, la gestion publique des finances publiques, ça aussi, c'est un vrai sujet. Ça sera beaucoup plus simple de mettre des risques par rapport aux pertes qu'on pourrait
à voir si on gère mal l'argent que si on mettait pas forcément de risque à perdre. On le voit aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple en immobilier qui me touche, c'est les syndics immobiliers. Les syndics immobiliers sont mandatés par des copropriétés pour gérer la copropriété. Sauf que les syndics, comme ils n'ont pas ils ont pas de pénalité par rapport à la mauvaise gestion, hormis de changer de syndic tous les 2 ans ou il faut attendre une certaine date, il n'y a pas de pénalité. Et du coup, ils vont pas forcément, pas tous les syndics en tout cas, vont se comporter comme bons pères de famille dans leur gestion financière de la copropriété. C'est la même chose dans plein de domaines. Si vous faites appel à des gestionnaires financiers, comme il n'y a pas forcément de pénalité, ils vont pas forcément gérer au mieux vos finances. Et c'est la même chose aujourd'hui dans le monde corporate. Il faut savoir que la moyenne d'un manager ou d'un directeur, ou généralement ça va être de 2 ou 3 ans. Et ça, on le voit surtout avec les directeurs commerciaux. On le voit beaucoup, et d'ailleurs ça c'est un vrai sujet. Dans Simon Sinek en parle dans le Why, par rapport aux pertes que subissent plein de constructeurs comme des Microsoft. Le fait que du coup dans les grandes entreprises, il y a des objectifs par quarter, et c'est important d'atteindre ce objectif parce que c'est des entreprises qui vont avoir des actions en bourse, et donc le fait d'atteindre le chiffre d'affaires du quarter, c'est important pour la valeur de l'action en bourse. Du coup, il y a beaucoup de directeurs commerciaux qui généralement passent 2 à 3 ans sur le poste, ou généralement 2 ans. Elles vont s'intéresser uniquement au fait est-ce qu'elles fassent leur quarter. Et donc pour faire leur quarter, elles vont faire quoi? Augmenter les ventes. Pour augmenter les ventes, on va faire quoi? Baisser le prix. Sauf que baisser le prix aura un impact sur la marge. Et à un moment donné, du coup, l'équation économique n'y est plus. La marge sera trop faible. Et c'est souvent le cas qui arrive dans plein de boîtes, plein d'entreprises où les directeurs vont justement baisser les prix pour atteindre le chiffre du quarter, puisqu'elles ont des objectifs par CA la plupart du temps, par chiffre d'affaires, et non pas par la marge qui est faite, le bénéfice qui est fait. Et du coup, généralement, ça détruit des produits et ça détruit des entreprises. Et donc, c'est pour ça que Nassim Nicolas Taleb disait qu'il devrait y avoir dans les objectifs de certains managers, de certains directeurs, une vraie notion de risque. Déjà, pour moi, la plupart des directeurs financiers ou plutôt directeurs commerciaux devraient avoir un objectif par marge et non pas par chiffre d'affaires. Moi, j'ai été commercial pendant 5 ans. Je fais toujours attention à ma marge. Pourquoi? Parce que quand j'ai été mon premier poste, mon deuxième poste de manager et de commercial, c'était à la fois un poste de manager et un poste de commercial. Et du coup, mes objectifs, il y avait un objectif de chiffre d'affaires, mais surtout un objectif de marge. J'ai été payé sur la marge. Et ça, c'est un game changer, je pense, parce que j'ai été matrixée, on va dire, à toujours regarder ma marge et non pas forcément mon chiffre d'affaires. Et donc, je fais très attention par rapport à la marge quand je vends ou quand je fais des propositions à des clients. Et il y a aussi un vrai sujet dans le management et surtout dans le recrutement. Là aussi, un indicateur, un KPI qu'on pourrait mettre aux managers, aux recruteurs aussi, aux RH quand même pas forcément, c'est le turnover. Moi, quand j'étais manager, encore une fois, j'avais un pourcentage, c'est-à-dire que rémunération, il y avait le turnover. Et moi, je suis une personne qui aime atteindre ses objectifs comme tout bon commercial, tout bon manager. Du coup, moi, j'avais un objectif de ne pas faire plus que 10% dans mon turnover, parce que j'avais 10% de ma rémunération en plus qui était sur ça. Je faisais en sorte d'atteindre ce chiffre-là. Après, bien sûr, il y a d'autres motivations, d'être un bon manager, d'avoir un bon management, d'avoir des personnes recrutées sur le long terme. De toute façon, personnellement, pour les personnes qui me connaissent, je suis toujours sur le long terme. Je privilégie toujours une approche long terme qu'une approche court terme. Après, ça plaise ou pas, pour moi, c'est important de réfléchir comme si l'entreprise dans laquelle vous travaillez, c'était votre entreprise, et de privilégier toujours des objectifs long terme. Après, il faut toujours trouver l'équilibre entre les deux. Mais des objectifs si on réfléchit trop sur le court terme, on va détruire une entreprise d'un point de vue commercial. Et la plupart des personnes, si vous allez discuter avec elles, qui étaient dans des grandes entreprises, souvent, elles ont eu à faire un management, un style de direction qui privilégiait le court terme sur le long terme, et après les conséquences étaient terribles. Parce que quand le directeur partait, les autres, ou le directeur qui allait reprendre,
il se reprenait beaucoup de difficultés et beaucoup d'obstacles. Et il y avait beaucoup de choses à réparer. Et des fois, c'est dur de réparer. Donc voilà un petit peu le principe de Skin in the Game. Nassim Nicolas-Taïeb, il en parle pendant des... C'est un gros livre en plus. Lui, il va donner des exemples, des histoires par rapport à son expérience de trader, son expérience d'économiste. Il y a une vraie nécessité, en tout cas aujourd'hui, c'est pas forcément le cas partout. On n'est pas sensible à cette histoire de skin in the game. Si tu es responsable par rapport à quelque chose, tu dois avoir quelque chose à perdre. Que ce soit ta réputation, par exemple, si on prend l'exemple de Uber, qu'est-ce qui fait qu'on fait confiance aux chauffeurs de Uber? Parce que du coup, si un chauffeur Uber ou un chauffeur Bolt, moi je suis team Bolt, n'est pas forcément au rendez-vous, c'est-à-dire s'il se comporte pas bien avec les personnes qui sont dans la voiture, donc avec les clients, il y aurait une conséquence sur sa note. Et donc, c'est toujours important d'associer une responsabilité par rapport à quelque chose à perdre. C'est pour ça que, par exemple, quand on fait des contrats de support, on va mettre des SLA, un support agreement. On a besoin d'avoir des pénalités. Parce que tant qu'il n'y a pas de pénalité ou il n'y a pas de risque à perdre, on peut avoir des dérives. On est des êtres humains. L'être humain est infaillible. Pardon, l'être humain est faillible. Donc voilà un peu par rapport à l'histoire de Skin in the Game. Et d'ailleurs, et je pense sincèrement que l'application du principe Skin in the Game dans les entreprises, dans les organisations, dans le management, que ce soit des entreprises ou des organisations, ça va être un vrai game changer. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont travailler dans ces entreprises, que ce soit les personnes de manière à l'échelle individuelle, des collaborateurs, ils vont plus se responsabiliser. On va être plus transparent avec eux par rapport aux risques qu'ils ont à prendre. On va leur expliquer quel est l'impact de leur travail, quel est l'impact négatif, mais aussi quel est l'impact positif de leur travail. Donc ils vont se rendre compte des conséquences. Et surtout, il y a un vrai game changement, on va dire, dans le management des organisations et des entreprises, parce que les managers, la direction va agir d'une manière plus responsable par rapport aux choix qu'elles vont prendre. Elles vont réfléchir 2 à 3 fois par rapport aux conséquences sur les salariés, par rapport aux conséquences sur le bénéfice de l'entreprise, par rapport à la performance de l'entreprise, à la fois sur le court et le long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour me sponsoriser un peu, si vous recherchez à recruter un consultant, vous avez des besoins aujourd'hui de recrutement de consultants, vous avez des besoins de renfort pour vos projets tech, que ce soit en ingénierie, que ce soit en développement, n'hésitez pas à aller consulter le lien ci-dessous, puisque je travaille sur une plateforme de mise en relation, mais surtout une plateforme qui vous aide à vous proposer les meilleurs experts de la tech. Donc il y a un lien ci-dessous. Et si vous êtes freelance dans la tech ou consultante dans la tech et que vous recherchez une mission, n'hésitez pas aussi à remplir le lien qui est ici. Merci d'avoir regardé la vidéo Skill in the Game. Si Nassim Nicolas Taïeb vous a intéressé, n'hésitez pas à aller voir l'antifragilité. Pourquoi je m'intéresse à Nassim Nicolas Taïeb? Parce qu'il n'y a pas de Nassim Nicolas Taïeb. C'est un ancien trader, c'est un essayiste. Il a passé sa vie à lire des livres. Et aussi Nassim Nicolas Taïeb, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à un moment donné, il a gagné ce qu'il appelle la fake money, désolé du terme, pendant la crise des subprime time. Et du coup, grâce à tout cet argent qu'il a gagné, peut-être une dizaine, voire une soixantaine de millions de dollars, il se permettait de de travailler 1 an et de travailler à un rythme bas en tant que trader et pendant 2 ans, d'être en pause pour justement lire des livres de philosophie, d'économie, à la fois en français, à la fois en anglais, à la fois en arabe. Il a une culture arabo-franco-anglophone. Donc, il a lu plein de livres sur les mathématiques, les sciences, la philosophie. Et du coup, il a tellement de connaissances. Il est passionné. À vous dire que dans son appartement de Manhattan, il avait 2 chambres.
Donc une où il lisait ses livres et une où il stockait des anciens livres. Donc pour vous dire que c'est un écrivain essayiste intéressant. Pourquoi? Parce que il s'est toujours intéressé à la volatilité et à l'instabilité et comment justement résister à la volatilité et l'instabilité, l'anti-fragilité. Et d'ailleurs, quand il a écrit ses ouvrages, il voulait écrire des ouvrages d'antan qui vont jamais se périmer, qui vont jamais se démoder, dont on parlera pendant des années, ce qui est le cas, hein, parce il a commencé à écrire dans les années 2000 et aujourd'hui, Nassim Nicolas Taleb, il y a toujours des personnes qui l'invitent dans des podcasts, il y a toujours Google qui va l'inviter, tout le monde s'intéresse à ses essais parce qu'ils sont riches et que les enseignements qu'on peut en tirer, ils sont toujours d'actualité. Et surtout quand on les a même pas encore mis en place. Et aujourd'hui, avec l'instabilité, avec tous les changements qu'il y a aujourd'hui, je pense que les enseignements qu'on peut tirer des ouvrages de Nassim Nicolas Taleb vont être vraiment un game changer pour les organisations d'aujourd'hui. Voilà, merci, ciao ciao.